Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte. Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé. Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. La suite aujourd'hui de l'émission spéciale, les émissions spéciales de revue d'actualité judiciaire de l'année 2020. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. On peut pas faire une revue de l'actualité judiciaire de l'année sans parler à un docteur en droit. Oui, docteur, maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Docteur, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans l'actualité? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est ça le concept là, de l'émission. Oui, qu'est-ce qui m'a marqué? Écoute, là, c'est sûr qu'on a plusieurs trucs en pleine face aujourd'hui. Au moment où on se parle, l'affaire Salvaille vient d'être, entre du moins en première instance, réglée. Salvaille est acquitté, tu vois quoi, 2 ou 3 jours après Roson. Ouais. On voit la grogne sur les médias sociaux et on peut la comprendre, évidemment, surtout après le Xème épisode de MeToo de cet été qui au final s'est ramassé aussi, lui, en poursuite au civil contre certains des dénonciateurs, des dénonciatrices. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que clairement, il va falloir que le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, là, sorte de sa tanière et aille de l'avant avec une réforme en ce sens-là. Ça donne bien parce qu'il y a un rapport détaillé, étoffé, 190 recommandations de députés qui sont sérieuses, qui sont solides. C'est un comité qui est transpartisan en plus. Je pense qu'on peut s'inspirer de l'Afrique du Sud avec un tribunal spécialisé. Je pense qu'on peut faire en sorte aussi que la victime puisse avoir accès à un avocat en tout temps, comme on fait en Islande, si je me trompe pas. Bref, il y a tout ça. Un genre d'avocat conseil qui suit Exactement. Oui, puis avant même qu'il y ait la dénonciation, parce que souvent, ça se joue là, hein. Ouais. Pour plusieurs des victimes. Donc, ça, c'est des petites choses. Mais c'est bon, moi, j'ai déjà fait ça, aider quelqu'un. Ben, je suis pas là, j'étais pas à Couronne, mais j'avais été mandaté pour dans le fond, c'est plate à dire, pour expliquer ce qui se passait vraiment, parce que des fois, la Couronne sont tellement dans le jus, ils ont tellement de dossiers qu'ils n'ont pas toujours le temps de s'occuper adéquatement de la victime. Là. Mais... Oui, puis tu sais, pour eux, la victime, c'est une plaignante ou un plaignant, mais c'est pas leur client, c'est pas la même relation non plus. Ils sont plus objectifs aussi un peu, ce qui est correct. En fait, on leur demande ça. Mais je pense qu'en même temps, c'est important que cette victime-là puisse être bien positionnée d'entrée de jeu et d'éviter certaines erreurs, comme par exemple discuter ensemble, comme ça s'est déjà fait dans d'autres affaires, ou encore aller se contredire dans les médias, jouer le jeu médiatique, on n'est pas certain de son coup. Bref, toutes sortes de petites choses comme ça qui font en sorte qu'il y a des procès qui ont déraillé. L'affaire Ghomeshi, c'était en partie grâce à ça ou à cause de ça. C'est vrai. Alors voilà, moi ça c'est... Mais penses-tu, dans cette chose-là, penses-tu que le fait d'avoir un tribunal spécialisé, ça vient de donner plus de confiance au public? Ben d'une part, oui, je pense que oui. Tu sais, c'est un peu, on a une chambre de la famille, hein, par exemple à la Cour du Québec. Ouais. On a donc par définition des juges qui sont spécialisés à ce niveau-là, qui connaissent. Puis tu sais, faut pas oublier qu'une fois que tu es nommé là, ben tu connais nécessairement beaucoup mieux les questions afférentes à la petite enfance, le volet psychologique, le volet psychoéducation, le volet sociologique. Bon, et j'en passe. Ça serait exactement la même chose, j'imagine ou j'espère, en matière de crimes sexuels, parce qu'il faut pas oublier une affaire dans ce cas-ci, c'est que nos juges, souvent, passent d'un domaine à l'autre assez rapidement. Ouais. Et ça, c'est un des problèmes, entre guillemets, de Westminster, en quelque sorte. On n'a pas nécessairement des juges spécialisés, quoiqu'en droit criminel, souvent, on va engager des gens qui en ont fait avant, c'est un peu la norme. Mais reste que tu peux pas juger d'une affaire de vol de dépanneur chez Couche-Tard avec une caméra puis une agression sexuelle. C'est nécessairement des paradigmes qui sont différents, qui méritent d'être interprétés de manière différente, avec peut-être un cadre d'analyse différent. Comme par exemple, moi j'ai entendu dans l'affaire Roson,
le fait qu'on demandait à la victime, ouais, mais quelle blouse t'avais il y a 40 ans? Ouais. Me niaisez-vous, là, je sais même pas où j'ai mis mes clés, il y a 10 minutes. Tu savoir comment je me suis habillé il y a 40 ans? Non, mais, Ah, c'est vrai. cette question-là, pour attaquer la crédibilité, ou encore, là, il ajoute l'affaire de, ah oui, mais Madame Chose, je ne veux pas manquer de respect, Madame Charette, en fait, qu'elle s'appelle. Madame Charette, ah oui, c'était connu qu'elle couraillait pas mal à ce moment-là. C'est quoi le rapport? Genre de questions qu'on posait dans les années 80, 90, peut-être début 2000, mais qui ne devraient même plus être permises, à mon sens. C'est Donc, vrai. une sorte de petits volets comme ça qui, au final, amélioraient la chose, je pense, de manière générale. Reste aussi, évidemment, que là, la question des crimes sexuels relève principalement du code criminel, donc une compétence fédérale. Donc, c'est certain que le fédéral devra emboîter le pas. Moi, j'ai vu David Lametti, le ministre de la Justice fédérale, cet été, se féliciter sur Facebook. Ah, bravo pour le MeToo, vous faites bien de dénoncer, blablabla. J'avais le goût de dire, dude, c'est parce que tu as une job à faire comme ministre de la Justice, c'est réformer les institutions en conséquence. Si les gens dénoncent sur Instagram, c'est il y a un problème. C'est pas ailleurs. Ben oui. Ah ouais. Arrête de niaiser, lâche ton déquiré aux bananes, c'est à côté de ta piscine hors terre. Puis let's go, là, prépare-nous quelque chose. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, renverser le fardeau de preuve? Moi, je pense pas. Je continue à penser que la présomption d'innocence est un principe important. De toute façon, c'est constitutionnalisé. Ben oui. Est-ce qu'on pourrait réduire le fardeau de preuve, par contre? Peut-être que ça se fait. Si on le fait, par exemple, avec certaines infractions de responsabilité stricte, c'est certain que c'est pas facile, c'est pas nécessairement idéal non plus, mais c'est clairement une avenue qu'il faudrait envisager au lieu d'aller balancer les victimes, justement, là, sur Instagram et autres. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas le bon moyen. Moi, le fardeau, je l'aime bien, là, comme ma Poupard a plaidé dans Roson. C'est un phare dans la nuit. Il y en a qui croient pas à ça, la présomption d'innocence, mais quelqu'un qui est accusé à tort ou pensez même administrativement parlant, les gens oublient que de se faire dire que tu as fait quelque chose de mal quand tu l'as pas fait, là, ça fait mal, c'est dommageable, mais malheureusement, on a oublié ça. Hein. Maintenant, on prend pour acquis. Malgré que cette année, on a peut-être réalisé des affaires en pouvant pas moins sortir. Tu sais, notre liberté, notre dignité, c'est super important. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler aux victimes, là, consulter rapidement. Roson puis Salvaire, c'est pas les meilleurs exemples. Je l'ai dit souvent, c'est pas un bon exemple. Un, ça fait 40 ans, l'autre 20 ans. En tout cas, fait que... Non, effectivement, ça, c'est sûr que c'est venu jouer. Puis, mais non, je suis d'accord avec toi. La présomption d'innocence, clairement, ça doit demeurer l'espèce de socle. Mm-hmm. Mais reste que, dans une question de consentement comme celle-là, je pense qu'il faut adapter le système en conséquence, qui ne veut pas dire de nier la présomption d'innocence, évidemment, mais peut-être de l'ajuster en termes de moyens de preuve aussi. Effectivement, du fine-tuning, là, il y en a, ça, tu as raison. Hey, on va passer à un prochain dossier parce que... Let's go! Next, je veux que tu t'entendes, tu es quand même... dans le dossier c'est un gros dossier, pareil, la laïcité de l'État, là. Ça a brassé là, cette année là-dessus. Là. Ça a brassé. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, qui pensent qu'il y a des avocats qui ont comparé la loi 21 à des lois de nazis, je voulais vous dire que c'est faux. J'étais là. Okay. C'est pas du tout ce qui s'est dit. Il n'y a eu aucune comparaison. Ceci est un mensonge. À vrai dire, c'est de la diffamation et ceux qui continuent de répéter ça devraient faire attention. Okay. Parce que s'ils écoutent les enregistrements, l'avocat en question, Azim Hussein, qui est un bon avocat, qui est raisonnable, tout ce qu'il faisait, c'est essayer de voir est-ce qu'il peut y avoir des limites à l'application d'une dérogatoire au sens théorique du terme. Et les exemples qu'il a donnés, c'est dans le cadre d'une discussion quasi justement académique, une réflexion que moi je pourrais avoir avec des étudiants en classe. Okay. Par exemple, si on adoptait une loi nazifiante, est-ce qu'une dérogatoire pourrait la permettre? Si on dit oui, c'est réglé. Si on dit non, ben là, à ce moment-là, il faut savoir on trace la ligne où. Est-ce que la dérogatoire doit être limitée à partir d'une loi nazifiante ou avant ça? Est-ce que c'est une loi sur la ségrégation ou avant ça? Puis là, évidemment, on joue sur le spectre et on s'entend bien que la loi 21 n'est pas une loi nazifiante, même pas proche. Il y a personne qui dit ça. Je comprends. Ça.
faut se calmer les nerfs, puis si on n'a pas le quotient intellectuel pour comprendre la métaphore puis l'analogie, ben là, il faut juste arrêter puis pas aller écrire ça dans une chronique, parce que ça, c'est de la diffamation. Ce n'est pas ce que l'avocat a dit. Ça me fâche encore d'en parler parce que c'est la meilleure manière d'essayer de discréditer une espèce de mouvement. Et là, je vois qu'on s'attaque beaucoup aux avocats, ce que je trouve pas normal, je te dirais. Puis on l'a vu aussi dans Roson. J'ai vu des gens s'attaquer à Maître Poupard. Ben oui, les avocats font leur job. C'est des procureurs. Ils représentent, là. Voyons, dans une société de droit, les avocats fournissent des arguments réfléchis. S'il y a des excès, ben qu'il y a des plaintes en conséquence, ben moi, je suis prêt à te parier l'argent d'épicerie que jamais, si Maître Hussein reçoit une plainte au barreau, jamais il va être condamné de quoi que ce soit parce que ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Et, mais c'est des mots, c'est des mots comme le mot en haine, comme le mot, dès que tu prononces ces mots-là, l'affaire de l'Université d'Ottawa qu'on avait déjà parlé, dès que tu les prononces, t'es à risque, là. Tu marches sur des œufs, là. Oui, puis c'est pour ça que moi, j'ai pas, parce que moi j'en ai parlé beaucoup de la dérogatoire, je n'ai pas osé à y aller d'une discussion à ce niveau-là parce que je connais le potentiel de dérapage. Ceci dit, il n'a pas dérapé de tout, mais s'il y a des gens qui prennent des trucs hors contexte pour essayer de se gargariser avec ça, ben là, t'es coincé. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve ça malhonnête, évidemment. Et en plus de ça, ça attaque le job d'un avocat qui, somme toute, la discussion était intéressante, était académique en quelque sorte. Et c'est ce qu'on veut aussi. On veut, dans une société de droit, je pense, qu'on puisse avoir des discussions difficiles avec un juge sur des concepts intellectuels qui sont complexes. Dans ce cas-ci, la loi 21, puis évidemment, je vais pas plaider devant tes auditeurs parce que la cause est encore devant le tribunal. Mais on se comprend bien que c'est du droit nouveau à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs aspects dans cette cause-là qui n'ont jamais été discutés. Par exemple, les limites de la dérogatoire, on en a parlé dans Ford, mais c'est dans un contexte différent. C'est dans un contexte de Québec ne veut rien savoir de la Charte canadienne, pas dans le sens de la souveraineté parlementaire versus les droits fondamentaux. Donc, nécessairement, c'est ce qui a fait en sorte que c'était aussi stimulant intellectuellement. J'espère qu'on va pouvoir continuer de garder cette espèce de franche liberté d'expression pour pouvoir discuter de concepts difficiles et délicats sans se ramasser dans le journal. Puis là ça aurait été ton troisième point qui t'a marqué, la censure. On en a déjà parlé, mais là, on n'a plus de temps. Faut couper ça. Fait que j'ai le temps de te souhaiter joyeuse fête. Comment? C'est une censure en me parlant. Ouais, je te censure. Mais c'est la censure du temps, c'est moins pire. Ah, c'est correct. Moi, c'est moi qui gère mal la liberté d'expression. Ouais, c'est ça. Donc, c'est partie remise. Donc, t'es pas vraiment censuré. Hey, mais joyeuse fête à toi, ta famille. On se reparle dans un autre dossier.